je vous le disais, nous allons nous pencher sur le partage des risques entre entreprises et assureurs. Doit-on aujourd'hui s'interroger sur l'assurabilité de certains risques? Alors à mes côtés, pour répondre à cette question, Brigitte Bocot, ancienne présidente de l'AMRAE. Bonjour Cécile, bonjour à tous. Que vous connaissez tous et qui va se faire le porte-parole des entreprises à notre table ronde. Hervé Houdard, bonjour Hervé, vice-président de Diosassi et qui porte la voix des courtiers. Et puis j'ai envie de dire, côté assureur, hein, Franck Levallois, bonjour Franck. Bonjour Cécile, bonjour à tous. Vous êtes directeur général de France Assureur. Pour ceux qui ont tout raté, c'est la FFA d'avant. Amélie Bretvour, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de Lloyd's Europe. Et à mes côtés, Bruno Mostermans, directeur général de Swiss Re Corporate Solutions France. Alors, on va faire un petit bilan rapide. Hein, la fin de l'année, vous l'avez tous vécu. Mais je vais me tourner vers Brigitte Bocot pour peut-être un petit résumé honnête et franc de la façon dont les entreprises ont vécu les renouvellements 2021. Effectivement, il y a beaucoup à dire et on en a beaucoup parlé depuis 2 jours. Mais je pense qu'on a vécu une situation très paradoxale et qui laisse des traces. Alors, sur les faits, je représente les risk managers, enfin la communauté de mes collègues. Tous les risk managers ont été confrontés à une situation où dans leur programme d'assurance, ils ont vécu à la fois le relèvement des franchises, certaines fois jusqu'à multiplier par 6, des augmentations de primes, de tarifs des primes entre 30% et 60%, et puis une réduction des capacités, et même sur certaines branches, pas de capacité. Perte d'exploitation sans dommage, risque cyber, voilà. Et donc, effectivement, quand vous regardez les choses froidement, ça renchérit le coût de la protection pour les entreprises, mais surtout, ça génère, je dirais, des questions très fortes sur... parce que ne pas s'assurer quand on peut s'assurer peut être perçu comme une faute de gestion par les dirigeants. Donc vous imaginez l'ambiance à l'intérieur des corporates. On a aussi vu des grands projets qui avaient du mal à trouver leur couverture d'assurance. Et dans un monde anglo-saxon, si vous ne donnez pas le certificat d'assurance, vous ne pouvez pas prétendre à gagner un contrat. Donc il y a vraiment une réalité très dure pour des entreprises qui ont été fragilisées par la crise du Covid et qui essayent de repartir en prenant plus de risques. Mais au-delà de cette réalité factuelle, mesurable, qui dérange beaucoup les risk managers et les met en difficulté par rapport au directeur financier, au directeur général et au conseil d'administration, je crois que ce qui est pour moi le plus dommageable, c'est une forme de perte de confiance parce qu'il y a un investissement humain dans le travail qu'on fait tous, que ce soit les risk managers, les courtiers, les assureurs, des relations qu'on a bâties depuis des années, et on a eu le sentiment que ce modèle ne marchait plus et que des gens en qui on avait confiance, on ne pouvait plus avoir confiance parce qu'il n'y avait pas de décision qui arrivait dans les délais, les process étaient totalement chaotiques. Et ça, au fond, c'est quelque chose, on a détruit de la valeur économique, mais on a détruit de la valeur du capital humain, comme l'ont dit un de mes collègues en début de rencontre. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on va bâtir, qu'on va reconstruire. C'est d'autant plus dommageable qu'au moment où l'image des assureurs est vraiment très forte sur des grands financiers qui investissent pour accompagner les entreprises, qui nous aident à faire la transition carbone, qui sont vus comme, je dirais, l'industrie la plus riche, enfin qui a la taille du PIB français, et se dire, quand on est au sein de son entreprise, qu'ils ne veulent plus prendre les risques de l'économie réelle, ça crée un problème. Ça crée un problème presque moral. Voilà. Et donc, je pense qu'il faut le dire, il ne faut pas le cacher sous le tapis, et on va réfléchir aux solutions par la suite. Hervé, cette fin d'année, comment est-ce que le courtier a planché jusque tard le 31 décembre? Bonjour à tous. Vous savez, il y a une anecdote de l'univers soviétique.
quand on posait une question, on demandait comment ça s'était passé. Alors, la réponse c'était bien. Puis en 2 mots, c'était pas bien, et en 3 mots, c'était pas bien du tout. Un désastre, ce renouvellement. Catastrophique, Brigitte l'a résumé. L'ensemble des acteurs ont été très pénalisés. Pourquoi? Je ne vais pas refaire l'histoire. Alors j'avais commencé à écrire des fiches pour voir un peu ce que je pouvais dire, et puis à la 25e, j'ai arrêté parce que c'était très long, donc j'ai essayé de faire un petit concentré. Alors on a eu tout, les tarifs multipliés, les capacités réduites, les retraits, les abandons, personne au téléphone, personne aux emails, des délais incompressibles devenus très longs, des positions qui étaient déjà compliquées l'année dernière et l'année d'avant et puis qui se seront compliquées cette année, des incompréhensions totales, des centres de décision qui sont de Paris à Paris ou qui sont de Paris à New York, à Londres, à Zurich ou ailleurs, extrêmement compliqués, vraiment pénibles. Alors, stop, je crois qu'il faut revenir à quelques fondamentaux, on va en parler, il y a d'autres solutions, mais j'insisterai sur ce que vient de dire Brigitte, c'est le manque de confiance. On est dans un univers, je pense, et je m'autorise à le dire parce que ça fait quand même quelques années que je suis sur ce marché, la notion de partenariat, même si c'est très un peu envolé, un peu bateau, on l'a complètement abandonné. On a vu des partenaires, assureurs, voire même réassureurs sur des facultatives et autres, historiquement sur des comptes depuis des années, et puis du jour au lendemain, on vous dit « bah non, je veux plus ». Bah non, la statistique, elle est bonne, mais c'est pas grave, je veux plus. Alors même si on a doublé les franchises, réduit les capacités, augmenté les agrégats, complètement torturé les wordings en les réduisant à leur plus simple expression, on n'y arrivait pas. Donc, stop, il faut trouver autre chose ou revenir à quelques bases beaucoup plus saines de relations qui favorisera et sera nécessaire à l'avenir de cette profession. J'ai envie de dire, avant de passer à la défense, je vais... juste un ressenti peut-être, Bruno. Comment est-ce que vous, cette fin d'année, vous l'avez vécu, vous avez pris votre téléphone et vous avez dit non? Je dirais aujourd'hui, on est clairement sur un cycle qui s'est inversé. Il faut bien rappeler aujourd'hui que le haut du cycle dernier, il date de 2002-2003, donc suite à l'effondrement des tours. Depuis ce moment-là, les taux ont baissé pendant presque une vingtaine d'années. Donc effectivement, je dirais, il y a aujourd'hui une correction qui a été effectuée, une correction, on va dire, tarifaire aussi de certaines conditions pour l'ensemble des lignes, et j'utiliserai un terme un peu différent, un repositionnement ce qui concerne, je dirais, plutôt les garanties cyber. On reviendra tout à l'heure un petit peu plus dans le détail, parce que je dirais aujourd'hui c'est une branche et un risque particulier qui change de façon assez importante. S'il fallait sur ce renouvellement essayer de le synthétiser, j'utiliserai trois termes. Le premier c'est tout d'abord un regain de technicité très fort qu'on a vu arriver aujourd'hui d'abord sur l'analyse des risques, sur les revues de contrats, sur les expositions. Donc là, on les connaît, sur les expositions notamment aux États-Unis sur les contrats de RC, aux États-Unis de nouveau sur les contrats de RC des dirigeants, avec l'impact des sociétés qui étaient listées, l'impact potentiel, je dirais, de toutes les actions qui sont liées aujourd'hui sur les dérivés et qui peuvent générer des actions collectives. On a eu clairement aussi, je dirais, une approche très ciblée sur certaines activités qui ont plus souffert parce qu'elles ont généré ces dernières années des résultats qui n'étaient plus proprement, je dirais, acceptables. C'est vrai que quand on parle sur de l'équipementier ou sur de l'agro, aujourd'hui c'est quand même plus délicat. Après, je dirais, les deux autres points, c'est d'une part la prévention, l'importance de la prévention. Elle a été encore plus primordiale cette année que les années précédentes, notamment en dommages, sur la qualité et la transmission des rapports. Et une nouveauté qui est vraiment, je trouve, claire cette année, c'est la partie prévention sur le cyber. Sur le cyber, jusqu'à présent, on viendra tout à l'heure dans le détail, mais clairement, je dirais, l'information n'était pas au niveau de celle attendue, je dirais, par les assureurs. Et on est revenu vraiment à une souscription très technique et on a constaté en fin d'année, je dirais, une période compliquée, tendue, mais je dirais la bonne chose, c'est que
l'ensemble, je dirais, des acteurs se sont mobilisés pour donner cette information et de la capacité clairement s'est libérée dans la dernière semaine grâce à la mise en place d'interventions auprès des CISO du RSSI qui ont, je pense, beaucoup amélioré, je dirais, cette approche-là. S'il y a un enseignement qu'on peut en tirer, je dirais, on pourrait peut-être sur cette partie mieux anticiper l'année prochaine. Amélie, une réaction, vous aussi, vous avez un regard un peu différent. Comment est-ce que la fin d'année s'est passée? Et peut-être expliquez-nous votre regard. Merci, bonjour à tous. Donc pour nous, 2021, c'est une très bonne année en fait. Vous savez sans doute, donc on est en croissance chez Lloyds Europe, vous savez sans doute que Lloyds est plutôt orienté US historiquement et d'avoir nos opérations maintenant à Bruxelles a fait que le marché s'est plus orienté sur l'Europe. Et effectivement, c'est un petit peu différent puisque avec cet investissement, ça permet une diversification pour des acteurs qui sont plutôt aux États-Unis et donc avoir de la capacité en Europe et en France notamment permet d'avoir cette diversification. Par ailleurs, nous, on offre un accès, c'est un marché, hein, donc on offre un accès à plus d'une cinquantaine de compagnies d'assurance et ça permet finalement aussi d'offrir plus de capacités puisque avec cet accès, vous pouvez avoir une police qui va avoir derrière 5, 6 ou 7 différents managing agents. Et enfin, le fait qu'on soit une compagnie d'assurance, qui est un petit peu différent par rapport à l'organisation de Lloyds, c'est que vous avez une police Lloyds Europe qui est renouvelable d'année en année et qui permet d'avoir cette stabilité dans l'offre de nos capacités. Donc pour nous, 2021, c'est une bonne année et on pense qu'on va continuer à se développer en Europe et à offrir plus de capacités. Franck Levallois, je disais que j'allais donner la parole à la défense. En fait, la question, est-ce que les assureurs vont continuer d'assurer? Il paraît que vous arrêtez l'assurance. C'est une bonne question, Cécile. Bonjour à tous. Je pourrais vous parler de, comme Bruno l'a fait d'ailleurs, de cette finalement de ce cycle haussier qui tout de même a fait suite à plus d'une quinzaine d'années de baisse sur le marché, baisse qui était pas toujours technique, loin s'en faut. Je pourrais vous parler également du fait que sur ces 15 années, jusqu'entre 2004 et 2019, l'indice des primes d'assurance a augmenté de 10%, là où l'inflation, sur cette même période, avait augmenté de plus de 20%. Je pourrais vous dire aussi que, finalement, les facteurs qui ont catalysé ce changement de cycle en 2019, l'environnement de taux bas, un accroissement des risques, enfin des sinistres plutôt, de la sinistralité en CatNat, je pourrais vous dire également que ces facteurs sont toujours présents. Je pourrais vous dire même que d'autres facteurs se sont additionnés. Je pense au retour de l'inflation, le coût de la réparation qui part à la hausse. En fait, je pense que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le monde a changé. Hervé parlait des statistiques. Les statistiques, c'est le passé. On regarde le passé et puis on se forge une idée. Et puis après, on le sait bien, on ajuste dans le temps. Bon. Moi, je pense que le monde a changé. Le monde a changé. D'ailleurs, Joachim Müller, dans son intervention, patron d'AGCS, disait que l'incertitude et la volatilité étaient devenues la norme. Je crois que c'est profondément vrai. Et en fait, ça oblige à adopter une vision prospective. Une vision prospective. Et d'abandonner finalement cette vision plutôt dans le rétroviseur, plutôt rétrospective, quitte à ajuster après dans le temps. Et pourquoi je dis ça? Parce que quand vous regardez le cyber, le World Economic Forum, dans son dernier rapport, parle en 2020 d'une multiplication des cyberattaques par 5. Quand vous regardez les effets du réchauffement climatique, dans notre dernière étude climat chez France Assureurs, nous, à 30 ans, sur les 30 prochaines années, nous estimons un doublement du coût des aléas climatiques par rapport aux 30 années
passé. Et donc, lorsqu'on est face à de telles dynamiques de développement, évidemment, la vision doit être prospective et il faut admettre collectivement, pas toujours simple, mais il faut admettre que parfois on est dans un régime transitoire, que les régimes de croisière n'existent pas toujours et que pour cela, il faut un peu de recul et surtout travailler ensemble. Et pour répondre à la question, je pense que l'assurance, non, elle sera toujours présente. Je ne peux pas m'empêcher de réagir par rapport à ce que vous venez de dire, parce que la prise de parole a fait, Franck, on a l'impression que c'est l'assurance qui s'approprie la vision prospective du monde. Alors que je crois que, quelque part, c'est vraiment l'économie réelle qui a compris la première, l'évolution du monde et sa transformation. Et depuis 2015 à l'AMRE, depuis 2018, on travaille sur ces risques prospectifs, on incite nos entreprises à travailler sur le cyber. On était les premiers à publier sur le cyber en partenariat avec l'État. Et donc aujourd'hui, vous voyez ce que vous venez de dire est très important parce que la réaction que j'ai, qui est une réaction un peu émotionnelle, illustre tout à fait le fait que notre communauté pense que c'est les entreprises qui ont le leadership aujourd'hui sur la vision du monde et qui prennent les risques du monde et que le monde financier suit derrière. Vous avez tellement bien vécu sur des produits financiers pour pouvoir vous faire de la compétition sur des marchés et essayer de faire de la croissance à tout crin en essayant de prendre les risques des corporates. Vous vous êtes piégé en ignorant le risque management. Vous êtes piégé parce que vous n'aviez plus les produits financiers et c'est ça qui fait qu'on est en colère. C'est ça qui fait en colère parce que ça fait depuis 29 ans qu'on vous dit que la priorité, c'est la qualité du risque, c'est le risk management, c'est le capital que les entreprises mettent pour faire de la prévention, pour faire du risk management. Et on s'entend toujours dire que, bon ben voilà, maintenant c'est bien parce que le cyber, on commence à avoir un petit peu de prévention dans la signature des contrats. J'ai l'impression que vous n'avez pas écouté ce qu'on vous disait en anticipation depuis, je veux dire, au moins 5 ans, si ce n'est plus. Vous voyez, je ne peux pas laisser dire que, bien sûr, l'assurance n'est pas une commodité. Bien sûr, les assureurs sont, je dirais, beaucoup mieux informés que les dirigeants qui sont menés dans le guidon. Mais il y a un côté surplomb moralisateur qui est insupportable pour les gens qui sont en première ligne. Pour les gens qui font la première ligne de l'économie réelle et qui n'ont pas de ressources, qui n'ont pas vécu avec vos trains de vie, qui observent que dans le marché de l'assurance et des courtiers, c'est le mercato sur les dirigeants. Et donc, je suis désolée, mais la fracture, elle existe. Voilà, je l'ai dit, je ne le dirai plus. Alors, je vais en rajouter une couche. Alors, courte quand même. Courte. Non, mais l'un des drames de ce qui s'est passé, je ne dirais pas qu'il faut en sourire, mais le presse-bouton unique, vous l'avez tous fait. Vous n'avez pas tenu compte du profil des entreprises, vous n'avez pas tenu compte de leurs statistiques, vous n'avez pas tenu compte de leur prévention. On en parle beaucoup. La prévention, à la limite, tout le monde pense que c'est extraordinaire, et c'est vrai. Mais si les assureurs n'en tiennent pas compte dans leurs évaluations, ça ne sert à rien. Et on a eu des révisions tarifaires avec des limites de capacité uniformes, sans tenir compte de la variabilité technique, industrielle, professionnelle de chaque assuré. Donc ça, c'est stupide. Il faut arrêter ça. Qu'on augmente, sans tomber dans l'absurde, des risques qui sont devenus difficiles parce qu'il y a la faute à pas de chance et ainsi de suite, ça, on peut le comprendre. C'est comme on comprend bien le sujet des catastrophes naturelles. On le répète jamais assez, mais les CatNat drivent l'assurance et surtout la réassurance dans le monde, donc les tarifs. Et c'est vrai que s'il y a une climatologie difficile, on aura encore plus de problèmes sur ce sujet-là. Mais revenez à du sur-mesure et pas du presse-bouton systématique qui pénalise tout le monde. Ça n'a aucun intérêt. Alors les CatNat, justement, je voulais donner la parole à Bruno Mostermans pour quelques chiffres. On va peut-être mettre, là on a les images qui vont bien sur les catastrophes naturelles, mais on va mettre... On va laisser un peu l'émotion et repasser aux chiffres.
Alors, effectivement, quelques chiffres sur les 4 NAT, et après, je rebondirai sur ces aspects financiers, donner peut-être quelques indicateurs. Pourquoi aujourd'hui est-ce qu'il y a une réaction, et peut-être aussi un petit mot sur la partie prévention et sur le sur-mesure, parce que clairement, je pense qu'elle existe. Si on prend d'abord sur les 4 NAT, sur l'année 2021, force est de constater que ça a quand même été la 4e année la plus mauvaise depuis l'existence de ces chiffres-là. Sachant que les dernières, c'était 2005 avec les Katrina, Vilma. On a eu 2011 avec des chiffres qui étaient effectivement très préoccupants avec les tremblements de terre au Japon et en Nouvelle-Zélande. Et en 2017 avec les 3 ouragans qui avaient frappé donc les Caraïbes. Pour l'année 2021, uniquement sur les chiffres en 4 NAT, on est sur un montant de 105 milliards. Sur ces 105 milliards aujourd'hui, vous avez quelques gros événements. Vous avez tout d'abord l'ouragan Ida qui est passé aux États-Unis sur un montant de l'ordre de 32 milliards. Vous avez ensuite, il a été enchaîné par l'ouragan Uri, toujours aux États-Unis. Et un événement aussi très important qui est passé en Europe, qui sont les inondations qui ont touché l'Allemagne, les Pays-Bas et la Belgique, pour un montant de 14 milliards d'euros et qui constitue le 2e plus gros sinistre inondation après les inondations en Thaïlande en 2011. Ce qui veut dire que c'est quand même une année qui, je dirais, qui est clairement pas bonne, avec une particularité qui est un changement aussi, c'est la présence de ce qu'on appelle les périls secondaires, et notamment les fortes pluies qui sont liées à des événements, je dirais, primaires, qui sont relativement nouveaux, les tornades ou ce type de choses. Donc clairement aujourd'hui, je dirais des chiffres qui pour cette année sont quand même, je dirais clairement mauvais. Après, si on prend, et là je rebondis sur ce qu'on disait, juste pour donner 2 indicateurs. Aujourd'hui, on est sur un cycle effectivement qui s'inverse, qui n'est pas véritablement une surprise. Pourquoi ? Si on regarde sur la période de 2015 à 2020, quelles étaient les attentes en termes de retour sur capital des entreprises? Alors, c'est quelles entreprises? C'est quel secteur? C'est le secteur du P&C commercial, sur lequel les attentes en matière de retour de capital étaient de l'ordre de 7,9%. Force est de constater que sur la période, le ROI a été de 5,4, donc ça veut dire 2,5 points que, je dirais, les attentes, de moins que les attentes, avec des baisses à 0,6 en 2017 et à 1,7 en 2020. Donc clairement pas bon et clairement en dessous des attentes, je dirais, des marchés et des investisseurs. Avec pour corollaire une sanction au niveau de la bourse, qui est quand même très importante, parce que c'est quand même aujourd'hui le financement de ce secteur-là. Et quand on regarde aujourd'hui la performance de ce même segment, sur cette même année, c'est moins 5% sur 5 ans sur le P&C commercial, alors que vous êtes sur du 40% sur les valeurs boursières sur de l'industriel, vous avez 80% sur les services et effectivement 200% sur la partie logicielle. Donc quand on voit, je dirais, la performance du secteur à ce moment-là, il y avait effectivement un correctif à faire, qu'il s'est fait. Après savoir si c'est fait de façon brutale ou pas, je dirais là une approche clairement, c'est ce que je disais tout à l'heure dans mes propos introductifs, la partie prévention et information a été fondamentale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les risques qui ont été véritablement maltraités sont des risques qui n'avaient ou pas l'information sur les rapports ou clairement sur lesquels il n'y avait pas eu d'investissement. Les autres ont trouvé, ça a été effectivement parfois de la dernière minute, parce qu'il y a eu beaucoup de discussions, des allers-retours avec les appériteurs, et une des difficultés aussi qui n'a pas toujours été très simple, notamment au niveau des courtiers, c'est d'arriver à aligner des conditions d'un panel de coassureurs derrière un appériteur. Mais ce qui veut dire aujourd'hui, et là je reviens là-dessus, c'est-à-dire que la qualité a toujours été intégrée, et je fais encore un petit pas sur la partie cyber, c'est peut-être la grosse nouveauté, c'est qu'effectivement c'est aujourd'hui une branche qui a été en difficulté, mais sur lequel clairement l'information et la communication de l'information a été clé pour pouvoir avancer. Franck, il y a une question de nos auditeurs qui, à mon avis, est celle que vous vous posez. Alors j'ai envie de vous la poser. La notion d'aléa, telle que définie dans le Code des assurances, est-elle encore adaptée à l'évolution des risques? C'est le cœur de votre réflexion, me semble-t-il. Bon, pour définir en fait un risque assurable, parce que je pense que derrière la question c'est plutôt qu'est-ce qui peut être assuré et qu'est-ce qui ne l'est pas. Il y a plusieurs critères, notamment le fait que le risque corresponde à un aléa, mais un aléa au sens ne pas être un acte volontaire, par exemple.
il y a d'autres critères et qui me semblent, parce que la question tourne autour du risque cyber, il y a d'autres critères qui me semblent aussi importants pour caractériser ce qu'est un risque assurable par rapport à un risque non assurable. C'est le fait notamment de pouvoir estimer, d'avoir suffisamment de données, de recul, d'avoir fait le tour du risque, enfin bref, d'avoir suffisamment d'éléments permettant d'apprécier le risque. Au fond, un risque assurable ou l'assurance, ça ne peut pas être, une roulette russe. Et puis le risque doit être également mutualisable. Un certain nombre de critères qui finalement, lorsqu'on regarde le cyber, pour ça tout à l'heure je parlais de régime transitoire et non pas de régime de croisière, on voit bien que la crise sanitaire, pour ne citer qu'elle, avec l'essor du télétravail, avec la digitalisation accrue de l'activité des entreprises dans cette période de crise sanitaire, eh bien, a changé aussi la donne en ce qui concerne le risque cyber. Bref, l'a amplifié et sans doute nécessite encore du travail. Vous voyez, moi je pense qu'il ne faut pas opposer risque manager, assureur, entreprise. Je pense qu'on a à surmonter des difficultés, c'est vrai, parfois, tout n'est pas facile, mais il faut le faire ensemble. Vous voyez que sur le risque cyber, on se mobilise, les assureurs se mobilisent avec un certain nombre d'initiatives. Alors, des initiatives entreprise par entreprise, mais également des initiatives de place. Vous voyez, quand on s'associe avec la gendarmerie nationale pour sensibiliser les populations sur le terrain, populations et les entreprises sur le terrain. Voilà, ça c'est, je pense, ça porte beaucoup de sens. Lorsque nous travaillons avec le Haut Comité juridique de la place de Paris pour clarifier ce qu'est le cadre juridique du risque cyber, je pense que là aussi ça participe d'une démarche responsable, là aussi pour continuer à éclairer ce risque. Oui, mais vous parlez d'un régime transitoire et le partage du risque de ce régime transitoire, eh bien, en fait, délibérément, c'est les entreprises qui le portent pendant que vous montez tranquillement en compétences. Alors, il y a le régulateur, je sais bien, il y a l'appétit de vos actionnaires sur le sujet. Je veux dire, le partage du risque pendant ce régime transitoire n'est pas équilibré. C'est l'économie réelle qui le porte et c'est les entreprises qui font elles-mêmes leur démarche pour essayer finalement de se protéger le mieux possible par leurs propres ressources. Voilà. Alors, là où je vous rejoins, et je suis, je veux dire, après avoir fait une bonne engueulade, je peux aussi un peu engueuler les entreprises sur le fait que l'assurance n'est pas une commodité. C'est un mécanisme financier exceptionnel, c'est pouvoir s'assurer sur les grands risques, c'est la marque d'une économie développée, ça on l'a déjà dit, c'est la marque vraiment d'une sophistication de l'économie, et on l'a souvent ramené dans les entreprises à une espèce de trade-off, finalement c'est plus facile de s'assurer que d'investir dans la prévention. Ce monde-là est terminé, hein, et il faut vraiment aborder ce nouveau modèle, je crois qu'on en parlera après dans les solutions, mais je dirais que pour moi, je suis très radical et très agressif parce que je pense qu'on vit un changement de modèle dans l'utilisation du capital, dans tous les sujets. Et dans notre métier, on y est. Hein, on y est. Hein, et il faut absolument ne plus penser qu'on pourra travailler comme on a pu travailler pendant les 30 Glorieuses, pendant ce moment de capitalisme libéral. Voilà, et on va même se confronter à des situations où ce capital qui est là partout, on pense qu'il est illimité dans le bilan des assureurs, etc., pour les entreprises, peut-être que demain on aura aussi des enjeux de souveraineté sur le capital de nos assurances. En tout cas, aujourd'hui, dans le régime transitoire, c'est les entreprises qui sont à nu, l'outil de Lucie l'a montré, hein, certaines ne savent même pas qu'elles n'ont aucune couverture sur ces risques systémiques difficilement mutualisables. Et alors, quand il s'agit de parler du climat ou de la perte d'exploitation sans dommage, c'est la même chose. Alors, on va...
On va rapidement aborder les solutions, on va passer aux solutions concrètes, mais juste un mot, j'aurais voulu vous demander, Amélie, avec un regard peut-être comparatif avec les États-Unis, est-ce que vous avez une explication un peu différente aussi de notre situation? Oui, tout à fait. En fait, quand on regarde les États-Unis, le taux de pénétration est à 3%. Quand on regarde l'Europe, c'est 2%. Et 1%, ça n'a pas l'air d'être beaucoup, mais ça se rapporte à 20 trillions de GDP pour les États-Unis et l'Europe est à 15. Donc, deux économies très similaires en termes de taille et juste un taux de pénétration bien plus faible. Donc, pour moi, le problème aujourd'hui, c'est que les gens ne s'assurent pas. Alors, pas vous, vous assurez tous, mais vous êtes finalement un petit nombre et, oui, et on sait que la loi des grands nombres, mais c'est ce qui est à la base de l'assurance. Donc quand on parlait, et moi je suis basée en Belgique, hein, donc le drame des inondations, c'est que 20% des gens étaient assurés en Belgique, en Allemagne. Alors je ne parle pas de juste la Deutsche Bahn qui s'auto-assure, mais le problème c'est que les individus, les petites entreprises et les moyennes entreprises ne s'assurent pas. Et donc quand on regarde le risque cyber aux États-Unis, le marché est énorme et donc nous on a beaucoup de data, mais pour qu'on puisse offrir plus de capacités, il faut juste tout simplement que tout le monde s'assure. Et pour moi c'est une des clés du risque systémique. Même le risque systémique peut s'assurer dans une certaine mesure avec un certain plafond. Les assureurs ont leur rôle dans tous ces risques systémiques à condition que tout simplement tout le monde s'assure et à ce moment-là on commence à créer des réserves. Et on crée une véritable mutualisation. Et je parle de la mutualisation évidemment géographique quand on est un marché comme le nôtre et où nous sommes présents partout, mais aussi dans le temps et surtout sur un nombre d'acteurs qui représentent les 7 milliards de personnes sur la planète. Donc pour moi, vraiment une des solutions, c'est de ne pas regarder le microcosme finalement des professionnels de l'assurance que vous êtes tous aujourd'hui dans la salle, mais c'est d'élargir le débat et finalement de développer des politiques qui vont encourager l'assurance au-delà du marché des personnes qui, comme vous, êtes des vrais spécialistes du risque. Et c'est comme ça qu'on crée de la capacité, c'est en élargissant l'assurance et dans toutes les classes de risque, alors que ce soit le cyber, la pandémie et tout ce qui est climate change, donc notamment les inondations. Donc vous allez faire du lobbying pour des assurances obligatoires? Alors, c'est comme le vaccin. Donc on ne va pas rentrer dans le débat. C'est très intéressant d'entendre ça. Parce que justement, ça n'est pas dans l'obligation que réside la solution, mais je n'entrerai pas sur le débat du vaccin. Mais pour moi, c'est exactement la même chose sur l'assurance. Un des points que je voulais rajouter là-dessus, c'est que l'assurance, c'est ce qui fait qu'il y a de la prévention. Et je crois que vous l'avez tous dit aujourd'hui, et donc dans les partenariats publics-privés, un des problèmes, encore une fois, de ces inondations, c'est que comme ils n'étaient pas assurés, en tout cas en Belgique, aux Pays-Bas ou en Allemagne, mais ce sont les gouvernements qui ont dû mettre la main à la pâte et à la poche. Et donc, je pense que les gouvernements, maintenant, vont être plus sensibilisés au besoin de favoriser l'assurance. Mais, bien entendu, mon point n'est pas l'assurance obligatoire. Hervé, je vous ai vu tiquer. Faut-il encore que les assureurs prennent? C'est ça le problème. Bruno, à vous. Petit focus sur la partie cyber. On a dit tout à l'heure effectivement que c'était dans une phase de transition. C'est en transition. Pourquoi? Elle est je dirais en transition chez tous les acteurs. Ça peut être chez les assureurs, certes. Elle est clairement aussi chez les clients et elle est de façon plus générale. Il faut savoir qu'il y a 5 ans, le risque cyber, c'était du bridge data. C'est-à-dire c'était des fichiers qui étaient volés, qui étaient revendus sur l'Internet ou ce type de choses. Aujourd'hui, la menace, elle a complètement changé. C'est plus une menace, c'est une réalité. C'est une logique destructrice. Donc la menace est beaucoup plus forte. Ensuite, il faut savoir que l'organisation aujourd'hui des cyber et des groupes de cyber-attaques est beaucoup plus forte et beaucoup plus organisée. Il faut savoir que derrière, il y a des organisations criminelles qui sont extrêmement fortes, que nous avons même des États qui aujourd'hui interviennent. Vous regardez rien que cette semaine, je dirais dans les journaux, tout ce qui s'est passé récemment en Ukraine, en Biélorussie. On me citait l'exemple il y a 2 ans au Nigeria où tout simplement on avait interrompu l'ensemble des communications pendant 2 heures, y compris, je dirais, les communications satellites. Le risque, il est là, il est systémique. Okay. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on l'adresse? Je dirais le débat, il n'est pas clos, il est en cours de discussion. Par contre, ce qui est, je pense, très positif, on dit dans une phase transitoire, mais ce qui est très positif, c'est que la réponse s'organise. D'abord, elle s'organise dans les entreprises par effectivement des investissements majeurs.
Vous regardez aujourd'hui le placement des, ou je dirais le placement des CISO, RSSI, les responsables de sécurité informatique dans les entreprises. Avant, quand il y en avait un, il était basé quelque part au service informatique. Aujourd'hui, ils sont placés près des directions générales. Donc la prise de conscience est très forte au niveau des entreprises. Les investissements qui sont en train de se faire sont aussi énormes. Il y a des entreprises françaises aujourd'hui qui sont extrêmement, je dirais, expérimentées dans le domaine. Brigitte Thalès en fait partie. Ça, je dirais pour cette partie. Après, là où il y a un gros changement majeur, c'est qu'il y a une prise de conscience au niveau des États. Vous regardez tout à fait récemment ce qui s'est passé, c'est qu'aujourd'hui, c'est de État à État pour démanteler les risques, les groupes de hacking, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'impunité. Vous avez Joe Biden qui a signé un décret présidentiel encore cette semaine pour renforcer la lutte. Vous avez le Comité européen des risques systémiques qui a encore écrit cette semaine pour dire qu'il fallait une meilleure coordination au niveau des États. Vous avez les services aujourd'hui, notamment il y a eu des attaques qui ont eu aux États-Unis sur le pipeline colonial, donc maintenant on les cherche, on va les trouver, les rançons ont été récupérées, c'est-à-dire qu'il y a une mobilisation vraiment extrêmement forte aujourd'hui au niveau des institutions pour contrer ça. C'était indispensable, c'est en train de se faire et je pense que ça aura un impact très positif sur l'assurabilité. La première des solutions, vous venez de le montrer sur le cyber, mais c'est vrai pour tout, vous l'avez cité, je n'ai pas coché le nombre de fois, mais le mot prévention, on l'entend, on le réentend. Voilà, je pense qu'il y a unanimité, je vous vois tous sourire et opiner en même temps. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme autre solution et je pensais... Mais la prévention, Cécile, elle ne tombe pas du ciel. Hein, c'est-à-dire que quelque part, c'est un combat permanent à l'intérieur de l'entreprise pour que, dans un monde où il faut, je veux dire, c'est la guerre pour trouver les ressources. Hein. Les entreprises sont à flux tendu, ce ne sont pas des financiers. Et pour allouer le juste niveau de budget de prévention, il ne suffit pas d'utiliser le mot prévention. Il faut passer par la gouvernance, il faut passer par la cartographie des risques, il faut passer par la priorité des risques sur lesquels on veut se protéger, il faut passer par des concepts d'appétence au risque, et il faut passer par le risque management. La prévention toute seule, ça n'existe pas. J'ai même vu chez Thales régresser la prévention incendie, parce que des managers locaux voulaient couper les budgets pour avoir leur bonus. Donc aujourd'hui, la seule solution pour conserver cette prévention qui fait l'unanimité, c'est qu'on ait une gouvernance dans les entreprises et dans les conseils d'administration qui ait effectivement le même niveau d'information que les assureurs, prospective, et qui, à travers la cartographie des risques, sait voir où sont ces opportunités, bien sûr, mais pas le biais cognitif de dire « je ne vois que les opportunités, je regarde aussi les risques comme je lance dans cette opportunité ». Et ça, c'est le changement de paradigme. Hein. Ce n'est pas d'un côté, je fais mon business tranquillou, j'investis, et puis je demande à mon risk manager d'assurer. C'est vraiment d'avoir cette volonté de risk management qui débloque les budgets de la prévention, sinon il n'y a pas de prévention. Et j'ajouterais que tout ça a un coût. Parce que quand vous additionnez aujourd'hui, on parle beaucoup du cyber, mais n'oublions pas les autres branches qui sont concernées. Basiquement, le dommage, les pertes d'exploitation, la RC. Et quand vous additionnez le coût de la prévention, les coûts de stratégie, de risk management, les franchises, les aggregates, les exclusions, à la fin, le modèle mathématique, il se réduit. Et il ne faudrait pas conduire non pas la carence, mais le refus d'assurance par les entreprises, parce que ça coûte trop cher, et comme il n'y a rien en face, ce n'est pas la peine de s'assurer. N'oubliez pas que post-2000, suite à Lothar Martin et le World Trade Center, l'ensemble des révisions tarifaires exclusives à l'époque qui avaient été faites, puisqu'on avait atteint même du plus 80 sur certains comptes, ont fait que le développement des industriels et des assurés, dans la prévention notamment, a réduit la capacité du marché de 20% des primes. 20% des primes se sont envolées. Alors si on continue, il va se passer la même chose. Et s'il n'y a plus de primes, il n'y a plus de provisions, il n'y a plus de résultats, et la mathématique des assureurs est enrayée aussi. Il vous faut bien du cash pour payer vos sinistres, pour payer vos coûts fixes, et ainsi de suite. Donc attention, point de vigilance sur la non-assurance chronique qui peut encore se déclarer maintenant et qui est déjà le cas dans certaines entreprises, notamment en cyber ou en DNO. En cyber, Hervé, vous avez vu des groupes qui ne s'assurent plus? Pour renoncer, bien sûr. Quand vous annoncez à un client, alors 3 chiffres, 15 millions de garanties, 3-4 millions de franchises, avec un agrégate, 2 millions de primes.
c'est vite plié. Hein. Vous amenez ça sur le bureau d'un conseil d'administration, vous vous faites mettre à la porte et on vous dit vous êtes gentil, mais on ne va pas dépenser pour avoir 3-4 millions de couverture à la fin. Ça n'a aucun intérêt, aucun. Dans les solutions, on peut mutualiser entre entreprises, on peut mutualiser dans le temps. Vous l'avez dit, Amélie, tout à l'heure, moi j'ai entendu captive. Alors, rapidement. C'est-à-dire que c'est le lien avec ce que viennent de dire Hervé et Amélie, c'est-à-dire que quelque part, il faut optimiser l'allocation du capital pour le financement de l'impact du risque. Si les entreprises ne s'assurent pas, bon, elles peuvent jouer un petit peu cette stratégie-là, mais elles mettent en place une volatilité dans leur compte de résultats. C'est-à-dire que le jour où il y a un choc, elles n'ont pas d'assurance, boum, elles ont un profit warning. Et donc, finalement, les entreprises font de la mutualisation dans le temps, sans le savoir, parce que c'est le mécanisme. Et donc aujourd'hui, il faut coupler les deux modèles. La mutualisation dans l'espace des assureurs, qui font aussi de la mutualisation dans le temps, et la bonne mutualisation dans le temps des entreprises. Et la bonne façon de le faire, c'est l'auto-assurance. Et c'est un peu ce qu'on a essayé de développer à travers les travaux pour Bruno Le Maire. Dans cette auto-assurance, on aurait rêvé d'avoir des provisions pour résilience déductible. On ne les a pas encore, les comptables n'ont pas encore changé leur référentiel, mais on a les captives. Et faire une espèce de franchise à l'intérieur d'un groupe, un fonds, une cagnotte à l'intérieur d'un groupe, le faire de manière sauvage, sans règles fiscales, sans règles juridiques, etc. Il y a des gens qui l'ont fait. Bon, c'est totalement idiot. Et donc, en fait, la captive, c'est ça, c'est la cagnotte de l'entreprise. Alors, le mot n'est pas très bien adapté. C'est une filiale d'assurance ou de réassurance à l'intérieur de l'entreprise qui lui permet d'être un assureur comme les autres, mais pour ses propres risques, et de faire cette mutualisation dans le temps d'une manière tout à fait professionnelle et encadrée. Et c'est vrai que nous croyons que le développement de cette auto-assurance, en particulier à travers des captives, pour toute taille d'entreprise, alors évidemment, je ne suis pas dans le grand public, je ne suis pas dans les auto-entrepreneurs et chez les commerçants, c'est clair. Mais je suis peut-être sur les gens qui vont entraîner les filières de l'économie réelle, l'économie industrielle, l'économie qui crée derrière l'appel d'air pour le secteur marchand. Donc je pense que ces captifs, ces branches d'auto-assurance vont être une manière de débloquer la situation. Voilà, il faut qu'on le fasse parce que les entreprises pourront investir de manière correcte sur cette petite captive qui va grossir et qui leur permettra d'avoir leur cagnotte. Voilà, et donc ça c'est important. Brigitte, en un mot, hier on a entendu le représentant de Bercy qui parlait du projet. Est-ce que vous pouvez nous résumer ce qu'il nous a dit en termes de délai et ce qu'on peut espérer? Je crois que c'est en négociation à Bruxelles. Non, ce qu'il faut dire, c'est que le gouvernement français a décidé de doter notre pays d'un dispositif pour les captives digne de ce nom. Il existe aujourd'hui, ce n'est pas interdit, mais il ne permet pas de faire face à la volatilité de ces futurs risques ou des risques systémiques dont on parle. Et donc, il a été décidé parce qu'il y a plein de questions qui se posent sur l'égalité devant l'impôt, qui est une question franco-française, mais il y a surtout des questions qui se posent au niveau du marché européen sur les ruptures de la liberté de marché européenne qui s'apparente à ce qu'on appelle les aides d'État. C'est-à-dire que si un gouvernement donne un avantage à une population d'entreprises dans un secteur économique, que ce soit l'aviation, la pharmacie, le transport, et là, les captifs d'auto-assurance, si cet avantage déséquilibre les règles de compétition à l'intérieur de l'Europe, eh ben, l'Union européenne va s'y opposer. Et donc, ce qu'a fait le gouvernement français, c'est de notifier à Bruxelles, avant la fin de l'année, son futur dispositif pour les captives françaises, qui s'inspire un petit peu de celui du Luxembourg, mais qui est beaucoup plus moderne parce qu'il est post-Solva II et adapté à chacune des entreprises. Et l'idée étant que quand cette notification sera finalisée, on revienne devant le Parlement pour pouvoir passer au vote de la loi
la loi de Finance. voilà, excusez-moi, qui est la seule capable de modifier la fiscalité en France, qui permettra d'installer ça dans notre paysage franco-français. Alors, on est très déçus que ça n'ait pas pu être fait en 2021. On est quand même très rassurés qu'ils aient franchi le pas de le notifier à Bruxelles. On est un petit peu inquiets par le fait que je pense que la Commission européenne ne sait, comme Bercy il y a 3 ans, ne sait pas ce que c'est qu'une captive. Elle connaît les IOPA, elle connaît plein de choses, Solva 2, mais voilà, donc il y a un petit peu de chemin. Mais ce qui est fondamental, c'est que les mentalités changent. C'est-à-dire que ces dispositifs d'auto-assurance à travers des captives, qui étaient vus essentiellement comme des avantages fiscaux, en particulier en France, et dans les pays latins, on va dire, sont vus maintenant comme des outils de risk management et une brique d'auto-assurance qui permet de débloquer la situation et d'utiliser le capital de nos amis assureurs sur des risques qui sont beaucoup mieux travaillés. Et donc je pense que c'est essentiel pour retrouver cet équilibre à la fin du régime transitoire que Franck évoquait tout à l'heure. Franck, justement, alors quelques mauvaises langues ont pu dire qu'à une époque, vous n'étiez pas totalement emballé par ce projet. Quelle est votre position aujourd'hui sur les captives ? Vous avez raison, Cécile, il faut clarifier. L'idée même de relocaliser, puisque des captives, en fait, il en existe aujourd'hui un certain nombre, mais on sait qu'elles sont établies plutôt au Luxembourg pour un certain nombre de raisons, sur lesquelles on peut revenir, plutôt qu'à Paris. L'idée même de relocaliser ou de localiser des captives qui se créeraient à Paris, en France, plutôt qu'au Luxembourg, c'est une idée, évidemment, que nous supportons. Le projet des captives, comme Brigitte l'a rappelé, comme Martin Landais l'a bien expliqué hier, le projet à propos des captives prévoit ce traitement fiscal spécifique qui permet la mutualisation dans le temps. Et j'allais dire, c'est quand même un peu la clé de voûte. C'est ça qui fait que le dispositif, il a du sens pour vous, pour les entreprises que vous représentez, ou qu'il n'en a pas. Nous y sommes favorables. Et il nous faut collectivement, c'est-à-dire l'ensemble des parties prenantes, collectivement, traiter les problématiques que Brigitte a rappelées, problématiques qui sont sur la table, qui sont au nombre de deux principales, disons, qui sont l'inégalité devant l'impôt dès lors que ce traitement spécifique, fiscal spécifique, bénéficie qu'à certains acteurs. Et la deuxième problématique, qui nous échappe peut-être un tout petit peu plus, puisqu'elle est moins franco-française, mais qui est ce statut d'aide d'État, en tout cas le statut de ce dispositif qui pourrait être qualifié d'aide d'État par Bruxelles. Voilà. Et il nous faut apporter une réponse, travailler et apporter une réponse collectivement à ces problématiques, celles qui sont sur la table. Aujourd'hui, ce pouvoir mutualisé dans le temps, c'est possible en France. Mais ce n'est réservé, alors ce n'est pas une question de statut d'acteur, c'est plutôt une question de risque, c'est-à-dire les risques à faible occurrence bénéficient ou peuvent bénéficier de cette provision d'égalisation que vous connaissez. Et cette provision d'égalisation, c'est le mécanisme de mutualisation dans le temps. Sauf que, évidemment, les branches à faible occurrence, il y en a peu. On parle, par exemple, du risque atomique, on parle du risque spatial, on parle de la RC pollution. Donc, il y a quand même des précédents qui permettent, je pense, d'enraciner ce dispositif en France. Ce dispositif, ce traitement spécifique fiscal. Et puis, lorsqu'on compare, puisque ça a été la source d'inspiration, le Luxembourg. Le Luxembourg, on ne parle pas de provision d'égalisation, on parle de provision pour fluctuation de sinistralité. Mais ça revient au même. C'est vraiment le mécanisme qui permet, fiscalo-comptable, qui permet de mutualiser dans le temps. Alors ce mécanisme, cette provision, elle est accessible pour les captives. C'est pour ça d'ailleurs que les captives se créent plus au Luxembourg qu'en France.
Mais elle est aussi, c'est vrai, au Luxembourg, elle est aussi accessible à toutes les entreprises de réassurance. Voilà. Amélie, vous vouliez réagir? Oui, je voulais juste rappeler que chez Lloyds, donc, nous sommes un marché de capitaux avant tout, et donc nous accueillons des gens qui veulent faire de l'assurance. Et donc n'importe quelle grande entreprise qui a une taille suffisante peut créer son syndicat et avoir accès à des licences dans le monde entier et créer sa captive. Et ensuite, qui peut être lié, par exemple en France, par une captive de réassurance. Donc c'est quelque chose qui fait que par rapport à l'auto-assurance, effectivement, n'importe qui dans la salle peut venir ouvrir son syndicat chez nous et avoir accès à l'assurance dans le monde entier. On accueille donc des risk managers finalement et des compagnies d'assurance de toutes sortes. Donc c'est d'abord et avant tout un marché de capitaux. Alors Bruno, je crois que vous aussi, vous proposez des captives, mais vous avez d'autres solutions. Peut-être, si on... À côté de la captive, qu'est-ce qu'on peut regarder d'autre la façon dont je verrai la chose, c'est clairement aujourd'hui la captive, elle est un instrument, je dirais, de la démarche de financement de risque du risk manager. C'est-à-dire que d'abord, il y a l'étude initiale, c'est d'identifier, ensuite voir comment est-ce qu'on transfère, comment est-ce qu'on garde, comment est-ce qu'on capitalise la captive, quelles sont les branches qu'on met dedans, etc. Ensuite, quelque part, on a, je dirais, assureur, pas toujours forcément la plus grande valeur ajoutée à gérer de la fréquence. Je dirais qu'il y a cette partie-là, et il y a la deuxième partie aussi, qui est clairement ce que j'appelle, moi, l'ingénierie de placement. L'ingénierie de placement, là, c'est là où il y a le courtier qui est le maître d'œuvre, c'est de savoir comment ce risque résiduel qui n'a pas été retenu, comment on va le transférer. Cette partie-là a beaucoup évolué. Si on regarde, si on prend par exemple le sujet de l'événement naturel. L'événement naturel, on dit est-ce qu'on va pouvoir continuer à l'assurer, oui, non, etc. Vous avez des solutions. Donc aujourd'hui, dans ces programmes, je dirais classiques, vous avez toutes les structures des programmes, c'est-à-dire les points d'attachement, les lignes, les sous-limitations, ce type de choses. Mais vous avez aussi des possibilités qui sont récentes. Il y avait hier un atelier sur la partie paramétrique. Aujourd'hui, transférer le risque des événements naturels sur des contrats paramétriques est une solution. Elle existe aujourd'hui, elle se fait de plus en plus, avec une particularité aussi que je trouve très forte, c'est qu'aujourd'hui, quand on est sur du placement, le risque événement naturel, c'est ce qui est regardé de plus près. Si vous le sortez du programme, que vous le mettez à part, ça veut dire que vous ouvrez le placement du programme à un panel beaucoup plus large. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, des solutions existent, ça évolue, le risque se complexifie, mais je pense que le marché suit aussi pour essayer de retrouver des solutions. Hervé, on a parlé stratégie de placement, alors... Le courtier, quel est le regard du courtier? Vigilant. Mais juste sur les captives, un petit mot. Il est temps. On était sur des cycles usuels de 7 à 9 ans dans l'assurance. On a eu un cycle exceptionnel de baisse à 14-15 ans. Aujourd'hui, on va s'établir sur 2-3 ans. De toute façon, à la vitesse d'augmentation des prix, je pense que les assureurs vont se refaire, entre guillemets, j'aime pas l'expression, mais elle est tellement explicite, très rapidement. Donc moi, je pronostique même qu'on va avoir des changements de marché en 23-24, très rapidement. Mais c'est maintenant que les entreprises, et surtout celles qui n'en ont pas, ont besoin d'une facilité de captive en France. Et c'est bien dommage de voir que ça part ailleurs aujourd'hui. Soyons français quelque part, c'est important. Et il est donc urgent de se dépêcher. Et puis, comme je suis optimiste, je me dis que de toute façon, il faut vraiment aller encore plus vite parce que la nature a horreur du vide. Pour les plus anciens, souvenez-vous de ce qui a été fait dans les années 85-86 avec S et XL aux Bermudes, qui sont devenus autre chose. Excellent exemple d'opportunité. Et plus les prix montent, plus des nouveaux acteurs vont arriver sur le marché, puisqu'il faut toujours rentrer dans un marché qui est haussier. C'est plus intéressant que de rentrer quand il est bas. Si vous prenez d'autres exemples de mutualisation qui ont été faits par les industriels eux-mêmes, Oil est un très bon exemple à l'après-guerre, ou dans la pharmacie, ça s'est fait aussi aux États-Unis. Donc, on aura de toute façon des tas de nouvelles possibilités, il faut rester très optimiste, mais entre-temps, on est obligé de déstructurer les programmes pour trouver des solutions et surtout arriver à finaliser les placements, c'est ce que tous les courtiers ont fait à la fin de l'année. Mais il faut vraiment aller très vite et pousser sur cette opportunité avant qu'il ne soit trop tard, parce que peut-être que dans 2 ans, tout le monde dira bah, c'est plus la peine, le marché a changé ou les paramètres ont changé. À propos de paramètres, c'est comme l'assurance paramétrique, c'est très bien, pourquoi ça ne marche pas assez? Parce que c'est un peu trop cher et qu'il faut toujours trouver les paramètres. Exemple, on parle du cyber, je ne vois pas comment aujourd'hui on pourrait trouver des paramètres sur le cyber puisqu'on est presque à la limite du systémique. Donc,
Question, interrogation. Mais faire vite, oui. Mais face au risque systémique, il faut justement répartir du capital, il faut que les entreprises se protègent, il faut qu'elles aient du capital alloué pour faire face au choc, et après, sur certains scénarios, elles peuvent le transférer. Mais je vous rejoins, Hervé, il faut absolument... moi, ma recommandation, c'est aux entreprises qui n'ont pas encore de captifs, d'en faire une en France, parce que de toute façon, c'est un outil formidable qui permet de changer les mentalités à l'intérieur de l'entreprise, et ça permettra d'être en place, d'être en position, d'être regroupé au sein d'une fédération, parce qu'on va réunir les captifs françaises sous la bannière de l'AMRAE pour peser dans le circuit de décision politique, etc. Et ça permettra d'être en place et de s'ouvrir tous les possibles pour faire face à ces futurs risques systémiques, futurs risques climatiques, qu'on ne sait pas encore bien assurer, et même s'il y a des nouveaux venus, ça prendra du temps. Je voulais revenir sur les solutions d'innovation, Hervé. Vous avez parlé innovation. On voit des startups qui proposent notamment sur le cyber des solutions conjointes. Alors, je crois qu'on avait parlé avec Bruno. Qu'est-ce que vous voyez émerger qui pourrait ouvrir de nouvelles voies? Ce qu'on voit aujourd'hui notamment sur du produit start-up et sur du produit cyber, c'est effectivement aujourd'hui, on l'a vu, une association, donc protection, on va dire informatique, de l'ensemble des réseaux des emails au niveau de la protection des adresses IP, qui permet effectivement de protéger l'ensemble, du trafic, et associé à des garanties d'assurance. C'est-à-dire qu'effectivement, si on passe au travers, la garantie d'assurance interviendrait. Et un des avantages de ce type de solution, qui s'adresse plutôt, à des segments bas, c'est qu'effectivement, c'est beaucoup plus facile pour un assureur de le souscrire parce qu'il a l'information sur la prévention. Après, la difficulté qu'il y a sur ce type de produit, c'est qu'on s'adresse à qui? On s'adresse à l'informatique, qui n'est pas familier avec l'assurance. Si on s'adresse à l'assurance, elle n'est pas familière non plus avec l'IT. Donc là, il y a peut-être un problème plus de distribution. Je crois clairement que ça, c'est une option, au moins sur ce segment. Hervé. Autre alternative, il y a quelques projets en cours et on y travaille aussi sur de la mutualisation. Création de mutuelles, on l'a vu post-80, comme je l'évoquais tout à l'heure, avec l'AMRAE, où à l'époque j'avais participé à quelques travaux. Mais le nerf de la guerre dans ce genre de situation, c'est le capital alloué. Pour vous donner un ordre d'idée, il y a 20 ans, alors ça concernait tous les risques et principalement les risques dommages, les pertes d'exploitation, y compris les CatNat à l'époque. Mais il fallait mettre 500 millions d'euros sur la table pour commencer à avoir une compagnie d'assurance mutuelle capable d'accepter et de souscrire des risques dans des proportions raisonnables, avec des prix raisonnables et des primes raisonnables. Aujourd'hui, si on parle de risques comme le cyber ou la DNO et autres, vous pouvez imaginer un système de mutualisation. Mais les premières études font ressortir qu'il vous faut au minimum 100 millions. Et avec 100 millions de capital, vous allez devoir, grosso modo, accorder des garanties assez limitées malgré tout par assuré, de l'ordre de 2,5 millions à 5 millions, et avec des primes conséquentes. Donc, ce n'est pas gagné, mais c'est sûr qu'il y a des recherches qui sont en cours, on y travaille dans ces voies-là, et qui prendront le substitut si les marchés continuent à avoir cette carence. Il y a un mot qui a été peu abordé, peu donné jusqu'à présent, c'est le mot data. Et pourtant, quand on lit un peu, on est à un nouveau monde de data, tout va pouvoir, on a de la data interne, de la data externe, etc. Est-ce qu'il n'y a pas des solutions d'innovation aussi fondées sur cette data? C'est-à-dire qu'on a du mal à avoir une vision prospective, hein, et pourtant on a de plus en plus de données. Bruno? Clairement, c'était aujourd'hui une voie qui est en train de se développer et qui est en train de s'accélérer. Juste pour prendre quelques exemples aujourd'hui, donc les groupes, notamment nous, c'est un axe stratégique pour le groupe Suisse Re. Effectivement, c'est tout ce qui est la gestion de la data. Et d'un point de vue concret, qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez aujourd'hui les plateformes qui existent sur du CatNet qui sont pour faire du mapping d'événements naturels, mais ça va bien au-delà.
Aujourd'hui, au travers de ces datas et de ces études, on a parfaitement la possibilité de faire un diagnostic sur l'impact du risque climatique. Et là, on se projette sur plusieurs dizaines d'années. Donc ça, c'est clairement aujourd'hui un risque qui augmente, mais ça veut dire que la data et la technologie va nous aider, va aider aussi les entreprises à identifier et aussi à pouvoir intervenir et voire à investir. Donc on l'a aujourd'hui, ça c'est quelque chose qui existe, et il y a aussi aujourd'hui des sujets qui sont en cours de développement et qui vont être finalisés très prochainement. C'est utiliser de la data aujourd'hui pour déterminer aussi son risque vis-à-vis, je dirais, de sa supply chain. Donc, quels sont les points aujourd'hui névralgiques de la supply chain et de pouvoir intervenir. Donc, à partir de la data qui sera collectée au travers de tous les systèmes des entreprises, voire sur des systèmes extérieurs. Et vous avez aussi, à titre d'exemple aujourd'hui, quelque chose qui est très fort, c'est l'impact, je dirais, aujourd'hui des fournisseurs, ce qu'on appelle les suppliers, pour être sûr, effectivement, qu'ils répondent aux critères ESG de l'entreprise. Et d'arriver à pouvoir déterminer aujourd'hui, de faire une cartographie, je dirais, de l'ensemble de ces fournisseurs et pouvoir s'assurer effectivement qu'ils répondent aux critères que l'entreprise recherche et sur lesquels de plus en plus, je dirais, les institutions financières et les organes externes regardent si les entreprises effectivement respectent ces normes qui existent. Donc là, effectivement, c'est quelque chose qui est en plein mouvement, qui est en train de s'accélérer et qui devait être un très bon support, je dirais, pour l'assurabilité des entreprises dans le futur. Il n'y aura pas d'assurance des risques qu'on voit émerger si on n'a pas un effort de connaissance de ces datas dans l'entreprise. C'est un énorme challenge et certaines fois ça renvoie à l'idée que finalement le risk manager il est fonctionnel, donc il n'est pas sur des sujets opérationnels, donc on ne va pas lui donner une plateforme data tout de suite. Hein. Il va faire ça avec ses tableaux Excel, ses sinistres, ses trucs. Mais vraiment, il y a un travail stratégique pour que dans les métiers, chaque ligne de métier ait ses datas sur ses sinistres, sur sa prévention, et qu'on arrive à consolider tout ça. On n'y est pas du tout aujourd'hui. On y est sur certains sujets, dans le design d'un avion, dans le design d'un satellite. Mais l'économie du risque, le risk management, la résilience de nos économies pour le futur passe par la prédiction, les datas, les outils. Il faut y aller. Encore faut-il ne pas tout donner à Google et à Microsoft. C'est encore un autre sujet. Bon, on a quand même trouvé pas mal de pistes. Hein. Bravo. On est presque optimiste et on arrive presque au bout de notre table ronde. Alors, je voudrais, en guise de conclusion, vous demander à chacun le message fort. Optimiste ou pessimiste, vous avez droit de choisir votre couleur. Le message fort que vous voulez que nos auditeurs retiennent à l'issue de ces débats parfois vifs. Hervé ? Moi, je suis toujours optimiste. Donc, au travail, il y a du boulot, ça c'est sûr, mais restons pragmatiques, conservons quelques fondamentaux, ayons toujours à l'esprit l'adéquation budgétaire. On ne peut pas faire n'importe quoi. Et les entreprises, on le voit bien en tant que courtier, ne peuvent pas accepter des choses qui n'ont aucun sens pour elles. Donc restons très pragmatiques, trouvons des innovations, trouvons des solutions, et puis voilà, tout ira bien. On en reparlera l'année prochaine. Amélie ? Merci. Nous, ça fait 400 ans qu'on est optimiste et innovant. Donc, pour clôturer cette session, nous croyons beaucoup à la création d'un marché européen de type Excess and Surplus tel qu'il existe aux États-Unis. Et on pense que c'est l'avenir des grands risques en Europe. Bruno, peut-être ? Moi, mon message est très positif. Je dirais aujourd'hui, on est sur un environnement qui est très technique et complexe, mais sur lequel aujourd'hui, on a des possibilités, effectivement, au travers de nouvelles opportunités, de nouveaux montages et de nouvelles structures, voire au niveau de la data, de répondre peut-être plus complètement sur ce monde qui est en plein changement. Franck ? Message optimiste. Les difficultés, c'est finalement, on y est tous confrontés à un moment ou à un autre. Et j'allais dire, c'est un peu le rôle des dirigeants qui sont dans cette salle que de traiter les difficultés. Si vous me permettez, juste pour rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure, et notamment sur le rôle des risques managers. Quand l'exposition au risque s'accroît,
c'est l'affaire de tous. De l'entreprise, risque manager évidemment, du courtier, de l'assureur, du réassureur, bien sûr. Mais ça doit être la préoccupation, et je rejoins Brigitte, première de l'entreprise et des moyens qu'elle accorde à sa prévention, à son analyse de risque. Bref, c'est le rôle du risk manager dans l'entreprise qui, de notre point de vue, doit être un rôle clé. D'ailleurs, de ce point de vue, juste pour vous donner un parallèle, ce n'est qu'un parallèle, et je l'évoque comme cela pour... je ne sais pas si ça donnera des idées, mais enfin, en tout cas, c'est pour vous dire que dans les compagnies d'assurance, la fonction qui se rapproche peut-être le plus, en tout cas qui a une certaine similitude avec celle qui est la vôtre en tant que risk manager, c'est celle du Chief Risk Officer, celui qui est chargé des risques dans la compagnie d'assurance. Il se trouve que le Chief Risk Officer, et c'est un des points de la réglementation prudentielle des compagnies d'assurance, Solvabilité 2, le Chief Risk Officer, c'est une fonction clé, c'est une fonction sacralisée dans la compagnie d'assurance. Il a accès au conseil d'administration ou au directoire, il a ce droit d'alerte, il est sacralisé. Pour vous dire quelle est l'importance en réalité qu'on doit accorder, et pas simplement dans les compagnies d'assurance, mais plus globalement, à cette fonction de risk management. Surtout dans une période qu'on a vécue, d'ailleurs on n'est pas totalement sorti, où on a les uns et les autres parlé de résilience à l'occasion de la crise sanitaire. La notion de risque, elle est centrale. Et j'allais vous dire, parfois on est confronté aux limites de l'assurabilité. Mais comme les records ont vocation à être battus, les limites de l'assurabilité ont vocation également à être repoussées. Donc moi je suis optimiste, mais cet optimisme, il est fondé sur un travail et une compréhension mutuelle. On a encore beaucoup à faire, mais ce qu'on doit faire, on doit le faire ensemble. Et toute opposition entre l'assureur et l'entreprise, ou le risk manager, cette opposition ne serait que stérile. Donc, optimiste, oui, confiant dans notre capacité collective, mais à travailler ensemble, bien évidemment. Brigitte, sans mauvais jeu de mots, êtes-vous rassurée? Oui, parce que j'ai toujours défendu les assureurs, alors c'est pour ça que de temps en temps je les agresse. Je pense qu'effectivement, des choses essentielles ont été dites. Je constate qu'on converge, et je trouve ça formidable. Je note au passage que le monde a changé, et ça se voit, si vous voulez, dans le sens où, finalement, notre préoccupation principale, les risques opérationnels sont devenus essentiels. Le cyber, le climat, la perte d'exploitation sans dommage. Ce qui n'était pas tout à fait le cas avant, et finalement, dans le monde de l'assurance, on était essentiellement drivé par les marchés financiers, et si on maîtrisait le risque de marché, tout allait bien. Voilà. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans cette situation-là, et je pense que l'économie réelle va être et donc les entreprises, va peser énormément dans le futur équilibre du marché des capitaux, et c'est pour ça que je suis confiante dans les modifications qui seront faites sur l'auto-assurance dans notre pays, source de compétitivité et de souveraineté, et que je vous exhorte à venir à la MRAE pour adhérer à ce projet et qu'on puisse faire bouger les lignes tous ensemble. Merci beaucoup à tous les 5.